Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour une soirée Démocrate Hebdo consacrée au thème de l'éducation et de la lutte contre les discriminations avec notre invité Abel Boilly, qui est éducateur, conférencier, essayiste et président de l'association Tous Uniques, Tous Unis, dont l'objectif vise à réconcilier les jeunesses dans toute leur diversité avec les valeurs de la République et avec l'idée d'engagement que l'on porte évidemment très fortement au mouvement démocrate. Donc son action qui se déploie un peu partout en France entre naturellement en résonance avec ce que notre secrétaire d'État Sarah El Haïry porte avec l'idée de service national universel pour rebâtir la cohésion sociale au sein des jeunesses, avec également ce que notre député du Finistère, Erwan Balanant, a apporté à l'Assemblée avec la loi contre le harcèlement scolaire. Donc voilà, on va voir avec Abel comment finalement remettre un petit peu d'optimisme dans l'éducation, qui est, comme on le sait, un chantier où parfois on parle de fatalité, de déterminisme lourd, sociaux, culturels. Et voilà, on va ensemble discuter des leviers efficaces pour redonner confiance, pour que cette jeunesse retrouve confiance en elle-même et puisse justement se sentir enfin à sa place dans notre société. Abel, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de votre expérience et de finalement la jeunesse de cette vocation qu'est la vôtre ? Alors d'abord, bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent par Internet. Donc comme ça a été dit, je suis Abel Boilly et je suis président d'une association qui s'appelle Tous Uniques, Tous Unis. Nous travaillons sur les questions qui concernent la jeunesse, mais aussi les violences faites aux femmes et la situation du handicap. Alors, je suis engagé auprès de la jeunesse depuis une vingtaine d'années déjà, et c'est vrai que cet engagement a commencé, je dirais malgré moi un petit peu, dans la mesure où j'ai grandi dans un quartier dit populaire, dans le 18e arrondissement, et j'allais à l'école dans un quartier, on va dire, de meilleure qualité sociale, si je peux me permettre l'expression, où j'étais dans le privé. Et malgré moi, je me suis retrouvé du coup à être un trait d'union entre mes copains du quartier et mes copains de l'école, pour parler d'une façon assez simpliste. Et très tôt, je me suis rendu compte que beaucoup de préjugés tombaient, parce qu'en réalité, les gens ne se parlaient pas. C'est-à-dire que les populations des quartiers dits populaires avaient des préjugés sur les populations des quartiers, on va dire, de meilleures conditions sociales, parce qu'il y avait cette distanciation, justement. Et à mon petit niveau, j'organisais des rencontres, et beaucoup sont devenus amis, et beaucoup le sont jusqu'à aujourd'hui. Et le fait d'être ce trait d'union m'a donné une passion, justement, pour la jeunesse, une passion aussi pour les liens sociaux, et c'est comme ça que, de fil en aiguille, je me suis engagé, comme je le disais tout à l'heure, depuis une vingtaine d'années. Oui, l'idée finalement que dépasser les préjugés, dépasser les peurs, ça passe justement par le dialogue, la curiosité vers l'autre. Le dialogue, la curiosité et le fait tout simplement de remettre de l'humain. C'est un discours qui peut paraître utopiste, mais qui en réalité est essentiel. Remettre l'humain au centre des débats, permettre des temps d'échange entre des personnes qui ne se rencontreraient pas forcément au quotidien. Et l'on peut voir, même au travers de toutes les actions que nous menons aujourd'hui dans tout le pays, que ce sont des choses qui marchent, que ce sont des choses où les personnes reconnaissent qu'effectivement, il y a des distances qui au final étaient inutiles et qu'il suffisait in fine de faire le premier pas vers l'autre pour pouvoir se faire une meilleure idée de son prochain. Et donc concrètement, ces modules d'apprentissage de la citoyenneté, comment ils se déclinent? Vous avez plusieurs thèmes Mhm. et plusieurs types finalement d'exercices pratiques qui peuvent être parfois ludiques. Tout à fait. Donc nous passons par plusieurs exercices. Ça peut être le storytelling, parce que nous croyons beaucoup à la puissance du parcours de vie, le témoignage du parcours de vie. Il faut préciser que nous travaillons aussi beaucoup avec ce qu'on appelle des jeunes décrocheurs, donc des personnes qui, au quotidien, peuvent malheureusement s'enfermer dans un discours que je qualifierais de victimaire, en fait, et qui sont aussi des fois encouragés par rapport à cela. Donc il y a le storytelling, mais il y a aussi le dessin, parce que je suis aussi dessinateur et je passe beaucoup de messages par le dessin, par la bande dessinée, l'improvisation de scénettes de théâtre aussi, afin que les jeunes puissent se rendre compte de quelle manière ils peuvent être perçus dans leur comportement. C'est dommage qu'on n'ait pas un tableau et une craie. D'ailleurs, François Bayrou adore dire en tant qu'ancien professeur qu'il faut toujours avoir un tableau et une craie, parce que j'ai vu que vous faisiez effectivement des mangas. Tout Donc à ça, fait. évidemment, pour accrocher les jeunes et pour, comme vous le faites avec eux, je crois, leur faire représenter leurs états intérieurs, c'est-à-dire la tristesse, la colère. Voilà leur comportement en fait. Donc c'est vrai que
Dans notre approche citoyenne, nous avons pour socle de parler des problématiques de l'estime de soi, de la confiance en soi et de l'affirmation de soi, qui sont 3 stades psychologiques différents en réalité. Et c'est vrai que la citoyenneté, c'est un terme qui, pour ces jeunes, veut en réalité tout et rien dire. Donc il faut pouvoir parler d'eux, de leur parcours de vie, de leur passé, la condition sociale, leur témoignage, de leur présent, le cadre dans lequel ils évoluent actuellement, et de leur avenir, c'est-à-dire quels sont leurs objectifs et comment faire pour adapter le bon comportement pour atteindre son objectif. Et c'est vrai que ce sont des choses où on a beaucoup de jeunes qui se remettent en question parce qu'il y a cette manière ludique, comme vous l'avez dit, et c'est aussi enrichissant pour nous parce qu'on est confronté à beaucoup de parcours et de témoignages de vie bouleversants. Et puis c'est intéressant ce que vous dites parce qu'en effet, finalement, république, démocratie ou laïcité, parfois ça peut sonner de manière un petit peu abstraite pour des jeunes adolescents et donc de permettre de mettre des représentations, des récits finalement derrière. C'est une façon justement de retisser une histoire commune. Tout à fait, mettre des récits et puis aussi commencer le travail à partir de leur compréhension des mots. Donc j'utilise beaucoup le tableau comme Monsieur Bayrou, effectivement, où j'écris leur définition des mots et ensuite nous complétons, nous enrichissons. Et en même temps, nous réfléchissons avec eux parce que la jeunesse, elle se distingue par une chose, nous avons tous été jeunes, c'est sa volonté de s'exprimer. Alors c'est vrai que nous les laissons s'exprimer, même quand des fois il y a des choses qui peuvent paraître saugrenues, mais le fait de pouvoir dire ce que l'on a sur le cœur, de pouvoir parler de sa vision de sa société d'une façon libérée, nous permet par derrière de pouvoir corriger ce qu'il y a à corriger, de pouvoir enrichir, mais de pouvoir aussi encourager lorsqu'il y a des bonnes choses qui sont exprimées. Et ces jeunes, alors ils se situent entre quelle fourchette d'âge Alors la majorité, on travaille sur 17-30 ans, mais en réalité, on commence dès l'école primaire. Ah oui. Oui, on commence dès l'école primaire. Et encore la semaine dernière, on a organisé un dialogue police-jeunesse, justement, avec des classes de CM1 et CM2. Parce que nous travaillons aussi avec le rapport avec les institutions. Oui, ça j'ai vu sur les institutions, effectivement, pour peut-être cette question de la défiance des jeunes envers les institutions, parce qu'on voit que les jeunes sont souvent très engagés pour des causes, notamment l'écologie, enfin des grandes causes, mais que tout ce qui relève du côté institutionnel, y compris d'ailleurs les partis politiques, l'engagement en tout cas, ou même la perception des institutions, est souvent quelque chose qui peut être une pierre d'angle. Donc vous êtes partisan justement de mieux connaître les métiers en dialoguant directement au sein de commissariats, je crois. Enfin, vous faites des Oui, voilà, et revues on travaille avec un interactives. certain nombre de policiers aussi que l'on fait venir dans des associations, dans les dispositifs avec lesquels nous travaillons. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'important, c'est le dialogue. Et lorsque nous organisons des dialogues police-population, nous voyons que les jeunes ont énormément de choses à dire et qu'ils sont très friands de ces dialogues. Même si, par moments, ça peut être tendu, mais ça finit toujours bien parce qu'in fine, on laisse les jeunes s'exprimer. De l'autre côté, on laisse les policiers leur répondre, leur expliquer le métier. Mais ça peut être des policiers, ça peut être des hommes politiques aussi, ça peut être vraiment tout corps de métier qui représente l'institution étatique. Et sur la temporalité, alors quand vous organisez des ateliers comme ça, comment ensuite le temps d'évaluation, comment vous assurez le suivi d'un même groupe d'élèves au fil du temps? Alors la question est pertinente parce que le but n'est pas de faire un one-shot ou un one-man show et de partir. C'est vrai que la manière dont nous sommes organisés avec les différentes organisations jeunesse avec lesquelles nous travaillons, nous faisons des parcours sur minimum 2 mois avec plusieurs modules où nous commençons par les problématiques de confiance en soi, nous passons par le rapport garçon-fille. Nous traitons aussi des sujets comme les discriminations, mais aussi l'homophobie. Ce sont des choses, il n'y a vraiment pas de sujet tabou. Et nous finissons le parcours avec le débat avec les institutions. Donc en général, ça dure 2 mois. Des fois, ça peut durer un peu plus longtemps. Et toujours avec des groupes restreints de 15 à 20 jeunes maximum, ce qui nous permet de faire un travail beaucoup plus personnalisé et de faire une évaluation à la fin. Au bout de ces 2 mois, nous faisons une évaluation avec les responsables des dispositifs qui nous reçoivent. S'il y a lieu de continuer, nous continuons avec ces jeunes. Et s'il n'y a pas lieu, nous laissons ces dispositifs continuer ce qu'eux-mêmes font avec cette jeunesse. Oui, car vous êtes en lien, en partenariat toujours avec soit des pouvoirs publics, soit des écoles, soit des associations. Tout à C'est fait. l'idée vraiment, comme on porte aussi nous ici, selon laquelle l'éducation finalement se fait de manière
pluriel. Il y a à la fois l'investissement familial, l'école, le tissu associatif, l'idée de la liberté d'enseignement et justement de l'éducation populaire finalement. Tout à fait, comme vous dites, ça se fait de manière plurielle et je rajouterais même de façon collective parce que tous ces dispositifs avec lesquels nous travaillons, nous nous inscrivons dans un cheminement en fait. Nous sommes des compléments de programmes parce que ces dispositifs ont déjà des programmes pour ces jeunes et nous les complétons. Ce qui fait que ces jeunes qui viennent ont comment dire, une possibilité plus riche de pouvoir se développer avec leurs intervenants intérieurs inhérents à l'organisation des dispositifs dans lesquels ils sont et aussi toute une série d'intervenants extérieurs dont nous faisons partie. Et notre force, c'est que nous travaillons avec vraiment beaucoup de dispositifs et sur beaucoup de territoires. Donc en réalité, aujourd'hui, en 2022, on a eu quand même plus de 200 interventions sur tout le territoire français. Oui, parce qu'avec votre équipe, vous êtes une équipe de combien de personnes d'ailleurs Il y a une vingtaine d'intervenants donc, qui sont dispatchés sur différentes thématiques. Donc on a quand même une vingtaine de modules. Donc, comme je disais, la confiance en soi, les violences faites aux femmes, la situation du handicap, mais aussi le cyberharcèlement, l'écologie, la citoyenneté. On essaie de brosser un petit peu le maximum de sujets qui concernent la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, effectivement, vous êtes très mobile. On voit que vous voyagez. Demain, vous serez à Marseille. Enfin, vous êtes vraiment à travers le territoire à essayer justement d'être le plus présent possible à toutes les échelles. Donc, en effet, c'est à la fois une vocation absolument à temps plein. Enfin, vous en faites vraiment du 7 jours sur 7. C'est du 7 jours sur 7 et plus qu'une vocation, la jeunesse est une passion. J'ai pu exprimer à Sarah El Haïry il n'y a pas longtemps la citation suivante: la jeunesse est un merveilleux sacerdoce, parce qu'il y a vraiment la notion du don de soi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est confronté à des expériences de vie très difficiles, on est confronté des fois à des mentalités, mais on est confronté aussi à de très belles réussites dont malheureusement les médias dans leur globalité ne parlent pas assez, parce que souvent quand je parle des médias plutôt mainstream, on est plus intéressé par ce qui est de l'ordre du sensationnel et malheureusement le sensationnel est souvent attaché au négatif. Mais il y a des merveilleuses réussites, il y a des merveilleuses progression exponentielle et voilà, si on donne toute cette énergie, c'est parce qu'il y a des résultats. Et l'autre chose qu'il est important de dire, c'est qu'il est important pour les différents dispositifs, les différentes associations, de pouvoir travailler ensemble aussi. Et c'est comme ça que l'on est plus fort au final. Sur effectivement tout cet aspect violence, etc., la question du harcèlement, du cyberharcèlement, la loi donc, portée par Erwan Balanant récemment contre le harcèlement, vous faites des modules pour que les jeunes apprennent justement à mieux maîtriser ces outils numériques et à ne pas en être prisonniers? Bien sûr, vous avez dit que demain je suis à Marseille, tout à fait, c'est pour animer un module sur le cyberharcèlement. Donc je vais dans un dispositif où il y a certaines problématiques entre les jeunes, parce que, comme vous le savez, Internet est un merveilleux outil, mais ça dépend de l'utilisation que l'on en fait. Et malheureusement, nous voyons que la mauvaise utilisation d'Internet a perverti une grosse partie de notre jeunesse, parce que le réseau social, le compte sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat et j'en passe, donne une fausse sensation de puissance en fait, et cette puissance mal maîtrisée crée des dégâts, et nous voyons quand les jeunes, il y a beaucoup de problèmes de cyberharcèlement, il y a beaucoup de problèmes aussi de violence, d'agression, certains aussi malheureusement se donnent des rendez-vous pour des règlements de compte, on le voit un petit peu avec les RICS, et pour nous il est très important un petit peu de travailler à recadrer autant que faire se peut bien entendu ces jeunes pour qu'ils puissent avoir une meilleure utilisation et focaliser leur utilisation d'Internet sur leur objectif, c'est-à-dire celui de s'accomplir en tant que citoyen et de s'accomplir dans un projet professionnel. Et donc parmi les réussites que vous avez signalées, est-ce qu'il y en aurait une en particulier que vous pourriez prendre en exemple pour nous donner un récit Oui, je vais parler d'un cas assez extrême, mais qui est un très bel exemple de réussite. Donc c'est une jeune fille qui habite dans l'Oise. Parcours de vie très difficile parce qu'elle a été victime d'inceste dans sa famille. Donc une personne que l'on a récupérée qui était vraiment détruite. Parcours de vie tout aussi difficile parce qu'elle a été confrontée en troisième à un conseiller d'orientation qui n'a pas su lui donner les bons conseils, qui l'a envoyée dans la filière professionnelle, pas forcément par rapport aux notes qu'elle avait, mais uniquement par rapport à une apparence, un phénotype, parce que celle-ci était d'origine maghrébine
Et elle s'est retrouvée confrontée à un discours très violent. Elle rêvait d'être avocate et la conseillère d'orientation lui a dit que, comme elle était d'origine maghrébine, elle serait mieux en coiffeuse ou esthéticienne, donc qui lui a cassé son rêve. Elle a fini par tomber dans le décrochage scolaire, donc on l'a accompagnée avec un certain nombre de dispositifs. Donc c'est quelqu'un qui a pu reprendre ses études au final. Donc elle n'est pas avocate, mais aujourd'hui elle est bien installée, elle est mariée, elle a pu même pardonner à son agresseur par rapport à l'inceste qu'elle a subi. Et en plus de son activité professionnelle, elle-même est engagée auprès de la jeunesse pour partager son témoignage et faire des actions de sensibilisation sur les violences faites aux femmes. Donc voilà, il y a des parcours comme ça qui sont vraiment émouvants et très encourageants pour les actions que nous menons. Et qui montre effectivement qu'il ne faut jamais penser qu'on est assigné par sa naissance, par son origine, à telle ou telle profession ou destin. Alors, on va passer à vos questions dans la salle. Moi, j'en ai déjà un certain nombre que j'ai reçus par le Facebook Live, mais honneur à ceux qui se sont déplacés, donc qui souhaitent poser la première question à Abel Boilly. N'hésitez pas, sinon je pose la question de l'internaute en premier. Donc, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez. Les jeunes issus des banlieues se mettent beaucoup de freins eux-mêmes en partant du principe qu'ils ne peuvent pas réussir dans des prépas ou des grandes écoles. Qu'en pensez-vous ? Alors, je vais faire une réponse en disant oui et non. Donc la personne a raison dans l'idée, mais comme il est important dans le vocable que nous utilisons de ne pas globaliser, ce ne sont pas tous les jeunes de banlieue. Un certain nombre de jeunes de banlieue, effectivement, ont des barreaux dans la tête, ont ce que j'appelle, sont dans un processus de ghettoisation psychologique en fait, avec des discours qui des fois viennent des aînés aussi, qui ont des discours de défiance vis-à-vis de la France, des définitions comme le fait de se définir comme étant racisé, c'est-à-dire que je me projette comme une personne qui va subir forcément une discrimination. Donc il y a toute une atmosphère qui effectivement écrase l'ambition que certains jeunes peuvent avoir. Et c'est pour cela qu'il faut créer ces espaces de discussion entre des jeunes qui peuvent être en difficulté, aussi bien avec des personnes comme nous qui intervenons, mais aussi avec des jeunes qui, eux, sont dans la réussite. Des jeunes qui peuvent être issus de QPV ou non, mais qui sont là pour les encourager, pour leur dire que tout est possible. Il y aura des difficultés, mais pour tout le monde en réalité. Mais lorsque l'on se prend en main et que l'on s'entoure des bonnes personnes aussi, on peut réussir, c'est vraiment la conviction que nous avons. Oui, je partage cette analyse. Le chômage est plus élevé dans les quartiers populaires, ce qui nuit aux perspectives d'avenir pour ces jeunes. Sur quels axes avancer pour favoriser leur retour à l'emploi ? C'est vrai, on peut parler du chômage, mais on peut parler d'une façon plus globale, ce que j'appelle souvent les 3 piliers de la République. Parce que pour arriver à une situation de chômage exacerbé, on voit qu'il y a la performance de l'école. Donc nous voyons que le gouvernement travaille dessus, mais il y a quand même certaines disparités entre le niveau des écoles dans certains QPV et dans certains quartiers, on va dire, plus huppés socialement. Il y a la problématique de la ghettoisation dont on parlait, donc ces populations qui ont été cloisonnées, et ensuite la problématique aussi de la discrimination à l'embauche. Et pour exemple, je travaille avec certains dispositifs qui brassent beaucoup de jeunes en fait, qui ont beaucoup de potentiel, et qui disent à ces jeunes de ne pas donner leur adresse personnelle, mais de donner l'adresse du siège social du dispositif qui lui peut se trouver en centre-ville, pour être sûr de recevoir plus de réponses. Et malheureusement, on voit que ça marche. Donc, on a même eu des jeunes que l'on suit qui ont déposé jusqu'à 200, 250 dossiers de candidature sans réponse. Mais néanmoins, il ne faut pas rester dans ce fatalisme. En fait, il faut toujours s'encourager et essayer de donner du réseau à ces jeunes aussi, parce que ces jeunes, souvent, n'ont pas de réseau. Une question de la salle, peut-être ? Oui. Moi, je pense aussi qu'il y a un problème avec les jeunes et leurs parents pour les accompagner dans les salons d'étudiants, les choses comme ça. Moi, je vois dans mon association, les parents sont dépassés pour les accompagner, puisque soit ils ne parlent pas la langue parfaitement, soit comme c'est des études, des hautes études. Et je pense que le milieu associatif a toute sa place, mais pour vraiment accompagner ces jeunes dans ces parcours de salon d'étudiants qui sont souvent
fréquentés par une certaine élite, il faut le dire, parce qu'ils n'osent pas y aller. Et il y a ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je suis coach. Ça veut dire que je démarche l'entreprise pour demander si je peux être présente, pour accompagner le jeune que je suis, pour savoir où ça pêche un petit peu lors de l'entretien. Et j'ai remarqué qu'en me proposant en coach observateur pour des jeunes issus de l'immigration, il y avait une meilleure approche. Ça veut dire que c'est un peu bête à dire, mais qu'il soit coaché par une dame d'un certain âge avec un parcours quand même de carrière assez long, ça aide beaucoup. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on devrait développer parce qu'on a beaucoup de jeunes qui ont un bon bagage, mais qui perdent tous leurs moyens pendant l'entretien. Et là, je trouve que c'est très, très bien perçu en banlieue. Moi, je suis à Rueil-Malmaison, en pleine cité, vraiment une cité que personne ne veut fréquenter. Et on ne cache pas l'adresse, mais le coach, je détaille un petit peu qui je suis. Et je pense que ça, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on devrait développer, parce que ça rassure les parents qu'on rencontre. On explique pourquoi on fait ça pour leurs enfants. Et l'enfant, ça lui donne un petit peu encore la pêche, parce que ces enfants-là, ils ont beaucoup de pêche. Ils sont beaucoup plus combattants. Il n'y a pas à chercher. Ils ont vraiment envie. Ils n'ont pas tous. Alors, on leur fait une réputation. Moi, je suis issu de banlieue, de Bois-l'Abbé, où la police ne venait pas. Voilà, je connais la banlieue. Ce qui fait que je trouve qu'il y a tout un savoir du milieu associatif pour ces étudiants, pour ces jeunes qui, des fois, ont juste besoin de soutien ou de parler. Et je pense que là, si on pouvait un petit peu développer le coach, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pas une technique française, elle est plutôt. C'est anglo-saxon, oui. Voilà. Mais je trouve qu'on devrait vraiment la mettre en avant. Alors, et on est en pleine retraite. Je pense que les gens qui sont de mon âge, on est un peu fait pour ça parce qu'on a eu des enfants. Et puis, on veut donner du temps à ces jeunes qui ont un beau potentiel. Je suis tout à fait d'accord. Alors je vais essayer de répondre à tous les points que vous avez brossés. Donc déjà, oui, heureusement que le tissu associatif est là, parce que quelque part, on sert de soupape aussi à beaucoup de problèmes qu'il y a dans la société. L'aspect des parents, on organise aussi des réunions pour les parents qui ont des difficultés à suivre leurs jeunes. Et on voit que il y a une des disparités qui se fait, c'est au niveau de l'utilisation des réseaux sociaux. Et moi, je le vois dès le jeune âge. Je disais que je fais des interventions en école primaire et moi, j'ai des enfants qui ont 8, 9, 10 ans qui m'expliquent comment ils abusent du fait que les parents ne sont pas aussi à l'aise avec les réseaux sociaux. Donc, les parents, il faut les accompagner et pas faire comme certains qui parlent tout de suite de parents démissionnaires. En fait, il y a des parents qui sont vraiment dépassés. Alors, il peut y avoir le problème de la langue, effectivement, mais pas que. L'utilisation des réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose sur lesquels il faut accompagner. Ensuite, il y a l'aspect, effectivement, du mentorat. Je pense que c'est très, très, très important. Et on est toujours dans cet accompagnement de l'humain, au final. Remettre l'humain au centre des débats. C'est quelque chose que je répète tout au long de l'année et mes amis me disent tu nous saoules avec ça, mais c'est ça la réalité. Le jeune se sent en confiance et ça l'aide même dans la transmission en réalité. Et même dans ce processus de mentorat, il y a des choses des fois que le jeune n'ose pas dire à ses parents qu'il va dire au mentor. Et par rapport à l'aide des jeunes vis-à-vis de son relationnel, vis-à-vis de l'entreprise, il y a l'aspect d'aller dans les salons de l'emploi, mais il y a aussi le fait d'être en contact avec des entreprises qui viennent aussi dans ces quartiers pour faire des séminaires, pour présenter des formations, des métiers, des possibilités de mise en contact. Et c'est des choses que l'on fait aussi. Et effectivement, il faut que ce soit mis en avant, il faut que ce soit plus médiatisé aussi, et il faut que les associations et les dispositifs que nous sommes puissent être mieux aidés, y compris financièrement, puisqu'il n'y a pas de sujet tabou. Oui, c'est bien ce que vous disiez tout à l'heure, la transmission, la relation humaine, le contact, c'est irremplaçable. Exactement. Ça passe vraiment par la rencontre et c'est cela aussi qui lève les freins, le fait de voir un visage, une voix, un accompagnement humain qui justement n'est pas la peur tout simplement de quelque chose de beaucoup trop vaste et désincarné. Donc, tout à fait. Alors, une question, oui. Ah oui, une question. Allez-y. Oui, cette question
est assez rapide. Je mesure l'intérêt de vos interventions et du soutien que vous pouvez apporter à des jeunes qui sont malheureusement un peu en marge de la société actuelle. Mais comment parvenez-vous à les accrocher, à les rencontrer, justement? À quel moment se situe la rencontre? Alors, vous allez dans les écoles, tant que les jeunes sont scolarisés, c'est bien, mais lorsqu'ils ont passé 16 ans ou même avant, ils ne sont plus scolarisés. Ce n'est pas là que vous pouvez les rencontrer. Alors la rencontre, donc il y a les écoles, mais aussi on est très présent dans les territoires. Il y a les associations et il y a les dispositifs jeunesse. Alors on a l'habitude de dire que la France, c'est le pays du millefeuille administratif, mais je le dis aussi de façon ironique, c'est le pays du millefeuille de dispositifs jeunesse. Donc il y a pléthore de dispositifs avec qui nous sommes en contact et qui s'occupent de jeunes au quotidien. Ensuite, comment nous arrivons à les accrocher? Donc, comme je disais, il y a le côté artistique, si je peux me permettre, avec le dessin, les pièces de théâtre, mais aussi le fait que, in fine, nous sommes des intervenants extérieurs à ces dispositifs, bien que nous soyons en partenariat, le témoignage de vie. Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui a un témoignage très particulier, j'ai vécu beaucoup de choses, je m'en suis sorti. Et quand je témoigne avec ces jeunes, je vais vraiment loin, je leur dis vraiment tout. Pareil pour mes équipes en fait d'intervenants, on parle de choses vraiment très difficiles en fait, et les jeunes se retrouvent dans ça. Et c'est un petit peu notre force. Donc le jeune n'est pas là juste dans une salle où il doit acquiescer et applaudir en disant Amen à la fin. On voit qu'on touche souvent à ce qu'eux-mêmes vivent, parce qu'on est dans une société qui est de plus en plus violente à tous les niveaux. Et on voit que le jeune de 15 ans aujourd'hui, c'est pas le jeune de 15 ans des années 90 en réalité. Donc beaucoup de jeunes sont fracassés très très tôt et perdent même leur enfance, leur jeunesse beaucoup plus tôt. Donc le fait de pouvoir partager et qu'eux-mêmes puissent parler de ce par quoi ils ou elles sont passés, ça crée déjà ce lien. Donc on en revient toujours à l'humain. Et ensuite, on peut aller plus loin dans le travail, la remise en question, la confiance en soi, le complément des compétences à acquérir éventuellement et autres. Merci. Une question également alors sur l'ascenseur social et qui est un petit peu dans la lignée des analyses de Pierre Bourdieu, dit certes il y a de beaux exemples de réussite, mais quand même la société ne tend-elle pas à reproduire ces inégalités? Et est-ce que donc voilà, est-ce que les quelques exemples ne sont pas finalement quelquefois Vous savez, comme je disais, la société, elle est vraiment devenue de plus en plus complexe, qu'il faut se battre, bien entendu, que les discriminations, ça existe. On n'est pas là pour mentir aux jeunes. Mais on est là quand même pour leur dire qu'il ne faut pas s'enfermer dans un discours victimaire. On vous ferme la porte, vous passez par la fenêtre, on ferme la fenêtre, vous passez par la cheminée, de façon légale, bien entendu. Donc, il faut préciser, parce que le schéma peut avoir l'air un petit peu ambigu, mais il faut bien s'entourer. Il faut bien s'entourer. Et la culture du réseau, je dis souvent, parce que moi, j'ai été un jeune de quartier. Initialement, mon réseau, c'était mes copains du quartier. Si mes parents n'avaient pas fait l'effort de me mettre dans certaines écoles, mon réseau ne serait resté que mes copains du quartier, avec des jeunes qui avaient les mêmes problèmes que moi j'avais uniquement. Et c'est vrai que mon champ d'action aurait été plus réduit. Or, comme ça a été dit au départ, il faut aussi faire se rencontrer les jeunesses. Parce que souvent, on parle de la jeunesse comme si c'était un bloc homogène où tout le monde avait la même vision des choses et pensait pareil. Non, les jeunesses, il faut les faire se rencontrer, il faut créer ces cadres d'échange et de mise en contact. Très important. Oui, c'est d'ailleurs l'ambition du service national universel, parce que c'est vraiment l'objectif de favoriser la mixité en choisissant justement des groupes de jeunes qui ne se seraient pas rencontrés autrement et de favoriser des temps de citoyenneté partagés avec des rencontres finalement inattendues et qui peuvent justement déboucher sur ces liens de réseau que vous évoquez. Une question d'un internaute va dans le même sens d'ailleurs, en parlant des différences entre les établissements, en disant les établissements de quartier populaire n'ayant rien à voir avec les établissements prestigieux, ni en termes d'ambiance, ni de conditions de travail, ont pourtant des moyens. Comment justement faire quand le réseau est dans un cadre justement peut-être plus... Alors, il y a un travail quand même qui est fait. On n'est pas dans la situation d'il y a 10 ou 15 ans, mais il y a toujours des disparités. On l'a dit tout à l'heure, on sait très bien que dans certains territoires difficiles, le niveau des écoles n'est pas forcément le même. Néanmoins, on voit aussi qu'il y a une recrudescence au niveau de ces directeurs et directrices d'établissements d'appeler aussi
en plus de ce que les profs, les maîtres et les maîtresses apportent au quotidien, d'appeler des équipes extérieures en fait pour enrichir, pour pouvoir voir, même personnaliser en fait l'accompagnement qu'il y a au niveau des enfants. Je parlais tout à l'heure du dialogue police-jeunesse que l'on a organisé auprès de bambins de CM1 et CM2. Ben, ce directeur d'établissement a vu que déjà il y avait des remarques, il y avait déjà une défiance qui s'installait vis-à-vis de l'institution policière, alors qu'on avait affaire à des jeunes qui avaient entre 9 et 10 ans. Donc, il y a ce processus que l'on a commencé et que l'on va continuer. Mais pareil, il y a des établissements avec lesquels nous travaillons sur la citoyenneté, toujours en complément de ce qui se fait déjà, parce qu'on n'a pas la prétention d'avoir la baguette magique. Mais il faut investir, il faut diversifier, il faut personnaliser aussi, parce que ce que l'on oublie souvent, c'est que, et pas que les jeunes, il y a des personnes qui ont une intelligence plus pratique, qui ont besoin de débat, qui ont besoin de pratiquer, et vous avez des personnes qui ont une intelligence plus théorique, pour qui ça suffit de rester assis pendant 8 heures et ça va avancer. Donc il faut prendre en compte les différents types d'intelligence pour pouvoir adapter les programmes. En tout cas, c'est la conviction que nous avons. Dans les programmes, j'ai vu que vous aviez également justement des simulations de débats, même parlementaires pour les enfants, enfin des jeux de rôle, des mises en situation. Oui, on a organisé ça il y a 2 mois, si je ne me trompe pas, en tout cas très récemment, au Palais d'Iéna, une simulation de débat parlementaire avec une centaine de jeunes issus de QPV, et pas que parisiens, beaucoup étaient venus du bassin crayois, qu'on a préparé quand même pendant plusieurs mois, et qui ont formé 4 groupes politiques avec des noms bien entendu inventés. Donc l'extrême droite n'était pas représentée quand même, je tiens à le préciser. Et ils ont pu débattre sur les thématiques qui les concernent, l'emploi, la discrimination, l'écologie, leurs thématiques. Et on a été bluffés, véritablement bluffés, parce que beaucoup de personnes, même qui avaient tout simplement du mal avec la prise de parole en public, se sont révélés être des tribuns avec un potentiel exceptionnel. Donc on les a laissés réfléchir, on a dit, nous on vous met le cadre. On vous met le Palais d'Iéna à disposition, de quoi voulez-vous débattre ? Un débat pour les jeunes, par les jeunes, avec les jeunes. Et ce sont des choses, d'ailleurs il y a la 2e édition que l'on est en train de préparer déjà, ce sont des choses que les jeunes ont besoin, cette volonté d'avoir des espaces d'expression. Oui, et puis de beaux espaces, parce que justement pour recréer de l'estime de soi, de la confiance en soi, de voir que justement on les considère également et que... Exactement, et c'est ce que je dis souvent. Il y a encore un petit peu plus longtemps, on avait organisé un dialogue police-jeunesse, mais à l'Assemblée nationale, dans la salle Colbert. Et la première chose que j'ai dit aux jeunes, c'est que tous ces espaces qui peuvent leur paraître loin au quotidien, l'Assemblée nationale, le Sénat, l'Élysée, je leur ai dit non, c'est leur maison. Ils sont là-bas chez eux. Et que s'ils s'en donnent les moyens, ils peuvent être les prochains députés, les prochains sénateurs, et pourquoi pas... allez, la prochaine présidente de la République, on ne sait jamais. Il faut continuer de rêver. Il faut continuer de rêver. Oui, puis de ne pas donner l'impression que les institutions sont coupées des citoyens, sont des espaces protégés d'un entre-soi, mais que c'est pleinement l'exercice de la citoyenneté partagée. Voilà, mais il faut ce lien, il faut ces traits d'union, comme ça a été dit tout à l'heure, le tissu associatif, les dispositifs jeunesse, il faut ces traits d'union qui permettent à ces jeunes de sortir de leur quotidien et de sortir de leur zone de confort pour les amener dans des endroits, dans des dispositifs, et même les amener à échanger avec des personnes qu'ils n'auraient jamais pensé rencontrer eux-mêmes. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui ? Alors, pour répondre à la question, nous, par exemple, pour attirer les jeunes, nous faisons des portes ouvertes réparation vélo, par exemple, dans la cité, où on a des journées CV, venez nous voir pour modifier votre CV. Et c'est vrai qu'on boite tout bêtement notre cité. Et ils viennent vraiment, ils sont dynamiques et tout, ils viennent comme ça. Et nous avons aussi fait, alors ça fait penser à Vie ma vie, on avait fait un échange un petit peu de classes, ça veut dire de classes un peu aisées. On les a mis dans une classe de banlieue. Parce qu'il y a ça aussi, ça veut dire qu'ils ne se connaissent pas et quand chacun essaye d'apprendre un petit peu l'éducation qu'ils ont au sein d'une structure scolaire, ça change un peu le regard entre eux. Ça veut dire que c'est pas
intouchable, une classe un petit peu Paris 16e ou Paris 15e, et descendre dans une banlieue Bois-l'Abbé un petit peu plus compliquée, ça remet un petit peu la jeunesse d'entraide. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'intervenir, nous. Ils comprennent que là, il y a quand même un effort à faire d'un côté comme de l'autre. Voilà. Alors nous, on fait beaucoup ça, parce que j'ai le même parcours, hein, voilà, difficile. Et je pense que là aussi, il y a des choses à faire. Hein, vie ma vie, on peut l'adapter aussi. Tout à fait. En mettant 24 heures, une semaine, même pour les professeurs. Parce qu'il y a certains professeurs qui n'ont jamais eu une classe un peu de banlieue qui est spécifique, qui n'est pas difficile, hein, qui est spécifique. Et puis les autres, quand ils atterrissent avec des profs de banlieue qui sont plus cool, qui ont une façon d'enseigner différente, ça peut être intéressant aussi dans notre travail associatif. On va le faire ensemble, pourquoi pas. Ah mais je suis témoin, ça y est, vous êtes débauché. Alors d'autres questions? Non? Pas d'expérience à partager ou de... Oui, si. À la fois, je suis admiratif face aux travaux de diverses associations. Et en même temps, ne voyez pas de rapprochement particulier, j'ai quand même travaillé plus de 50 ans dans le système éducatif, à différents niveaux. Et je m'interroge toujours sur en quoi est-ce une réparation et ne vaudrait-il pas mieux investir dans la prévention et tout ce que vous faites, y compris en amont, quand vous parlez des comportements. Enfin, moi, de mon point de vue, l'école ne fait pas d'éducation. Ça, c'est de l'éducation, les comportements. Elle n'en fait pas. Elle sanctionne éventuellement des comportements inadaptés, sans jamais avoir dit quels étaient les comportements attendus, d'ailleurs, en général. Et je pense qu'il y a un travail particulier qui peut être fait avec ceux qui ont l'expérience, mais avec l'école et très en amont. Ça ne veut pas dire d'exclure d'autres expériences, puisque la variété des expériences est intéressante pour les jeunes. Mais je pense qu'il vaudrait mieux être dans la prévention, dans l'éducation préalable, que dans la réparation, de mon point de vue. Et ça, on est plus dans l'instruction publique que dans l'éducation. Et ça me dérange depuis très très longtemps. Et je ne trouve pas que ça s'arrange. Alors, je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai que pour compléter votre pensée, si je l'ai bien compris, de toute façon, quand on est dans la réparation, c'est qu'on n'a pas pu éviter le drame ou la chose négative, en tout cas. Et c'est vrai que je pense que le tissu associatif s'inscrit beaucoup dans la prévention. Après, aujourd'hui, ça va tellement vite. La réalité, c'est vrai, on a du retard. Quand je dis on, c'est la société de façon globale. On a du retard. Et même dans tout ce que nous faisons, même si nous travaillons beaucoup, on doit toujours garder beaucoup d'humilité en réalité. Parce que je ne vais pas vous mentir, quand on travaille avec des jeunes, même si à la fin de la séance, il est content, mais quand il retourne dans son quotidien, c'est là où tout se joue. Ce n'est pas quand il est avec nous et qu'il est dans ce cadre sécuritaire, c'est au moment où il doit prendre les bonnes décisions, changer d'entourage s'il le faut ou autre. Et c'est vrai que l'on a du retard, mais je pense qu'il faut rester utopiste et moi je travaille beaucoup aussi avec un nombre important de structures parce que je pense qu'il faut mailler le terrain. On est obligé de faire un réseau. Plus on est nombreux, plus on avancera. Alors on ne pourra pas aider tout le monde malheureusement. Ça c'est une réalité. Il y a tellement d'histoires, il y a tellement de jeunes qui sont cassés. Je ne vais pas vous dire qu'on a 100% de réussite. Voilà, même si on a un chiffre plutôt intéressant. Mais il faut continuer parce que, vous le savez, lorsque vous aidez une personne, peut-être que cette personne va en aider deux, peut-être que les deux vont en aider quatre, et vous avez quand même aidé des personnes à avancer. Et peut-être que parmi les personnes que vous allez aider, peut-être qu'une personne va devenir élue et faire quelque chose d'important, mais il faut garder faut garder ce feu. Après, bien entendu que ce n'est pas évident. Des fois, en tant qu'associatif, on peut se sentir désemparé devant cette réalité, des fois il y a des jeunes que l'on a face à nous qui nous racontent des choses tellement terribles, on sait qu'on ne peut pas les aider.
même leur dire « je te comprends », même les prendre dans nos bras, on sait que ça n'arrangera pas leur situation. Mais néanmoins, on continue, on répète, on accompagne, et on met beaucoup d'amour dans ce que l'on fait. Il n'y a pas de solution parfaite. Et ce que je dis souvent aussi, c'est que j'ai beaucoup de débats avec certains associatifs. Désolé, ma réponse est un peu longue, mais c'est vrai que ce qu'elle dit, c'est le sujet que j'ai en débat avec beaucoup de structures qui aiment dire à la fin de l'année, sur Twitter, Instagram, cette année, on a aidé 10 000 jeunes. Cette année, on a mentoré 20 000 jeunes. Et moi, je dis, ah, c'est bien. Donc, vous êtes sûr que ces 10 000 jeunes, parce que c'est pas un petit chiffre quand même, vous êtes sûr qu'ils vont tous bien, que ça va mieux, qu'ils ont trouvé leur chemin? Non, mais tu comprends, faut donner du chiffre parce que voilà. Et ça aussi, c'est une erreur. Donc, pour être des acteurs de terrain aussi efficaces, il faut que l'on puisse aussi reconnaître nos torts à nous, en plus des torts qu'il peut y avoir malheureusement dans la société. En tout cas, c'est ma conviction. Et puis, enfin, je partage complètement, parce que mon expérience d'enseignante, pour le coup, m'amène à considérer aussi que l'éducation, c'est toujours une forme de pari. C'est une rencontre avec une classe, mais au sein d'une classe, le déclic ne se produit pas de la même façon chez tous les étudiants et au même instant. Et donc, il faut à chaque fois, forcément, avoir cette volonté, ce désir de transmission, cet optimisme qui peut effectivement créer une passerelle, générer finalement parfois même des vocations, aider, et puis parfois, en revanche, passer à côté. On est évidemment tous soumis à ces constats aussi parfois d'échecs. Mais en réalité, plus on est d'acteurs sur le terrain, comme vous le dites, à s'associer et à tenter de recréer cette confiance dans tout un tas de choses, dans finalement la beauté aussi des choses que l'on cherche à transmettre, tout bêtement, que ça n'apparaisse pas comme des savoirs qui seraient lettres mortes, mais de créer aussi parfois un émerveillement ou un déclic vers quelque chose. Mais bon. C'est un combat, et puis il y a des gens bien et il y a des imbéciles partout, y compris dans le milieu associatif, vous voyez. Donc, il faut créer un réseau, je pense, d'acteurs assez important et de personnes passionnées comme vous. Ben, voilà, oui, vous vouliez compléter. Votre expérience? Il y a un moment où il y a un tel foisonnement qu'il peut y avoir une dispersion et une non-lisibilité. J'ai travaillé longtemps, enfin, je vous dis, plus de 50 ans de système éducatif, forcément, y compris dans le milieu professionnel, par exemple, sur les coachs, sur ceux qui aident à faire des projets professionnels. Moi, j'étais 25 ans directrice d'un CFA, parmi les différentes expériences. Moi, je considérais, je n'excluais personne dans la diversité des aides qui pouvaient être apportées. Mais je trouve qu'il y a un moment où il y a une sorte pas d'abandon, l'institution elle-même pourrait faire mieux son job, quoi. Et ça donne des alibis. Et cette multiplicité d'acteurs, bon, par exemple, dans l'apprentissage, il y avait les associations, il y avait Pôle emploi, il y avait enfin tellement d'associations que le jeune il est un peu perdu aussi. Et donc c'est une compétence très très difficile de pouvoir naviguer dans des milieux complexes. Et moi je trouve qu'il y a un peu un abandon des institutions. Donc évidemment il n'y a pas du tout de remise en cause, de critique sur l'action que vous menez. Je trouve que les institutions devraient mieux prendre en compte en interne pour répondre en amont à tout ce qui ne va pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais plus d'erreurs, c'est pas ce que je pense. Enfin, je n'ai pas cette naïveté. Mais je trouve que les institutions peuvent faire mieux. Quand vous parlez des comportements, la formation des comportements, elle pourrait être prise en compte, peut-être pas par les enseignants, quoique, mais quelle est la formation qu'on donne aux enseignants pour mieux conduire les comportements? Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de manques dans l'institution. Alors le fait qu'il y ait des manques ou le fait que tout ne soit pas parfait, je pense que personne ne va vous contredire dessus.
Néanmoins, à titre personnel, hein, je suis toujours dans une démarche de responsabilité citoyenne. Et c'est ce que j'essaie de transmettre aux jeunes. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourra toujours se plaindre de choses qui ne vont pas, mais prenons-nous en main. Tout à l'heure, vous parliez aussi de la multiplicité des dispositifs de jeunesse. Et c'est vrai qu'il y a des territoires où il y a des jeunes qui se disent je ne sais même pas ce qu'il y a, où on leur apprend même que sur leur territoire, il y a tel dispositif, tel dispositif. Alors à titre personnel, je pense que le problème n'est pas la multiplicité des dispositifs, mais le fait que sur certains territoires, ces dispositifs ne travaillent pas ensemble. Et ça aussi, c'est une problématique, parce que nous-mêmes, on le voit, hein. Non, ça, ce sont mes jeunes. Non, ça, ce sont mes jeunes. Non, ce sont mes jeunes. Moi, je ne fais pas telle compétence, mais je n'envoie pas à tel dispositif qui a pourtant les compétences parce qu'il va me voler mes jeunes. Non, ce sont les jeunes de la nation. Ce sont les jeunes de France. Et ça aussi, ça crée beaucoup de court-circuits. Et nous-mêmes, on le vit. Nous-mêmes, on en est témoins, parce que je n'aime pas le mot victime, des gens qui font malheureusement des fois concurrence, alors qu'on est là pour aider. Et je pense qu'effectivement, il faut toujours interpeller les institutions, il faut rester des lanceurs d'alerte en fait. Mais il faut aussi que nous, sur le terrain, nous puissions être mieux organisés. Et c'est la démarche, en tout cas, avec ma structure et avec nos partenaires dans laquelle nous nous inscrivons. Et nous sommes toujours friands de découvrir et de travailler avec des nouveaux partenaires parce que nous pouvons toucher plus de jeunes en réalité. Une démarche de co-responsabilité, de coordination. S'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure cette soirée. Oui, si, une autre question. C'est une question, je veux dire, à des gens d'expérience, de terrain. Et ce que je constate, c'est beaucoup d'échecs dans les associations, et notamment dans la région parisienne, sans parler de Blanc-Ménil, de Stein, de Trappes, etc., voir toutes les associations qui se sont, depuis 20 ans, acharnées à remettre dans le droit chemin certaines jeunesses un petit peu sur le bord du chemin. C'est une faillite totale, parce que ce n'est pas basé sur l'effort, sur l'objectif de réussite. C'est l'effort. Là, actuellement, on va avoir les Jeux Olympiques 2024. Qui va aller pour nous représenter? Les meilleurs sportifs, les meilleurs gymnastes, les meilleures nageuses, les meilleurs. En musique, c'est pareil. Hein, à Stein, il y a une chef d'orchestre, une fille d'origine algérienne, qui est devenue chef d'orchestre, qui a monté des jeunes qui étaient dans des banlieues défavorisées, donné leurs instruments, les moyens. Mais qu'est-ce qu'elle a cherché? La réussite, par le travail, l'excellence, la discipline, le respect, le travail. Mais les associations, la plupart que j'ai connues, ils sont là, c'est presque la colonie de vacances. Et c'est leur dû. On leur doit, parce que leurs parents ont souffert, parce que ceci, parce que cela. Alors eux, dans leur tête, dans leur logiciel, on leur doit tout. Ils n'ont même pas à faire des... Moi, je suis intervenu pour créer la maison pour l'emploi à Levallois. Parce que tous les jeunes de quartier qui étaient par Neruda, Alsace, etc., délaissés, ils n'obtenaient même pas un stage en entreprise, au collège, un stage de 3 jours, même pas. Ou alors ils allaient chez l'épicier du coin. Voilà, c'est le boulanger du coin. C'est le petit, hein, l'arabe du coin, l'épicier, machin, le truc des stages comme ça. Mais dans une entreprise, alors qu'on a des entreprises de renom à Levallois, c'est une des plus riches communes de sièges. Eh bien, on a fait ça, on les a mis... Moi, j'ai transporté des jeunes qui, les réatés, on appelle ça les teneurs de murs. Vous nous dites qu'on ne s'occupe pas de vous, hein, vous êtes des riches, vous êtes des nantis, vous êtes... Demain matin, 5h du matin, 6h, carte d'identité, vous venez avec moi, je vous emmène à Charles de Gaulle, je vous fais embaucher comme bagagiste, comme dans les sociétés. Ah oui, c'est pas vrai, c'est pas... Il y en a 4-5 qui sont arrivés. Les autres ne sont pas arrivés. Eh bien, traîner de poudre, tout le monde, par le travail et par l'exigence, par l'effort. Voilà, et l'objectif. Et ça porte. L'éducation nationale, c'est ce qu'elle doit faire aussi. À l'école, c'est ce qu'on doit rechercher. Et les associations, je crois qu'elles doivent travailler en synergie avec les entreprises. Les entreprises. Vous savez, les petites entreprises, les PME,
Hein. Moi, j'ai travaillé avec la CGPME dans la formation de l'Île-de-France. Et c'est ça, parce que c'est le plus gros employeur d'Île-de-France, c'est les petites entreprises. Voilà. Et c'est avec ça, mais en encadrant comme vous le faites, des jeunes en leur montrant vous savez, comme un capitaine de bateau, hein, leur montrant le bon sens, mettre les voiles dans le bon sens. Voilà. Et je dis bravo à tous les gens qui se sont occupés de ce travail, parce que c'est vraiment très, 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 très difficile, mais c'est valorisant. Bravo pour vous. Merci beaucoup. Effectivement, vous touchez du doigt la question de l'élitisme et de la démocratie qui ne sont pas forcément contradictoires, hein, qu'on peut avoir justement une exigence d'égalité des chances sans aller vers un nivellement par le bas. Et c'est vrai que, comme vous avez abordé plusieurs points, je vais essayer de répondre à tous assez rapidement. Est-ce qu'il y a des associations qui ont mal travaillé? Oui. Est-ce qu'il y a des associations qui travaillent toujours mal? Oui. Est-ce qu'il y a des éducateurs qui entraînent certains jeunes dans le discours victimaire? Oui. Est-ce qu'il y a des éducateurs même qui sont dans des trafics de stupéfiants avec des jeunes qui sont censés sortir de ceci? Oui, il y en a. Et certaines même grosses associations qui prennent beaucoup de subventions? Oui. Et on les connaît sur le terrain. C'est vrai, mais il faut continuer. Comme vous avez dit, la notion du travail. Moi, souvent, vous savez, au début des modules, je demande toujours aux jeunes, présente-toi, donne-moi ton nom. Comment tu as connu le dispositif où tu te trouves et quel est ton objectif? Parce que c'est lorsque je sais définir mon objectif que je saurai adapter mon comportement. Et c'est vrai, j'ai souvent la réponse, je veux faire de l'argent. Mais comment? Comment? Donc effectivement, il est hors de question d'entraîner ces jeunes dans un discours victimaire. Il faut leur transmettre de l'ambition, mais à travers, pour paraphraser le titre de cette réunion, le goût du travail, le goût de l'effort. Et moi, je dis toujours que le travail, ça passe par quoi? L'effort, la persévérance et l'excellence. Aujourd'hui, on a peur de ces mots-là et on a peur de parler d'excellence. Et je dis souvent aux jeunes aussi que aujourd'hui, on vit dans un monde où les valeurs sont inversées. Ce qui est bien, on l'appelle mal. Ce qui est mal, on l'appelle bien. Et je prends toujours cet exemple très simple. Celui qui travaille bien à l'école, il est vu comme l'intello, le bouffon. Et celui qui a un peu le caïd, qui fait peur à tout le monde, c'est lui qui est vu comme le fort, celui qu'il faut respecter. Alors que celui qu'il faut respecter, c'est celui qui travaille bien. Donc oui, il faut travailler à l'ambition. Et lorsque l'on travaille sur l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi, qui sont 3 stades psychologiques différents, c'est pour que ces jeunes puissent trouver pour les uns ou retrouver pour les autres cette notion d'excellence et cette ambition. Après, il n'y a pas de métier, de petit ou de gros métier, peu importe. Mais il faut avoir l'ambition d'être excellent, l'ambition d'être le ou la meilleure. Mais pas dans le sens meilleur qu'un autre, pas se comparer, mais le meilleur de ce que j'ai. Et moi, je dis toujours aux jeunes, pour terminer, qu'on a tous un potentiel abstrait qui demande à être transformé en une capacité concrète qui va être visible à l'œil nu et que les personnes qui sont autour de nous vont pouvoir apprécier. Et c'est ça la différence entre le potentiel et la capacité. Dans le potentiel, je reste abstrait. Dans la capacité, je concrétise les talents et les dons qui sont en moi. Et c'est important de transmettre ça à la jeunesse. Je suis d'accord avec vous. Exactement, ça me fait penser à un beau chapitre du philosophe Alain sur les ambitieux, où il dit justement que celui qui regarde uniquement le sommet de la montagne ne se mettra jamais en marche pour la gravir, qu'effectivement le travail c'est justement ce cheminement et ce désir de se réaliser, et ça fait sens avec justement le cycle de réflexion sur le sens du travail qu'on mène actuellement sur plusieurs mois au mouvement démocrate, et on voit que toutes nos soirées, éducation, autres, se ramènent finalement à cette question dont on voit aujourd'hui avec la réforme des retraites qu'elle est extrêmement importante à traiter sous un angle justement global. Tout à fait. Et vous avez parlé de citations. Moi, j'aime beaucoup les citations aussi, et j'aimerais en dire 2 rapidement, si vous le permettez. Alors, première citation, Albert Einstein, qui dit « Tout le monde est un génie, néanmoins, si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, celui-ci passera sa vie à croire qu'il est stupide. » Donc oui, il y a des difficultés. Mais deuxième citation, pour faire le contrepoids, et ce que je dis toujours aux jeunes, Oscar Wilde, visez toujours la lune, en cas d'échec, vous atterrirez sur les étoiles. Donc c'est mieux que de rester à même le sol.
Eh bien, sur ces très belles phrases, on va donc se dire bonne soirée et on remercie chaleureusement Abel Boilly. Merci à vous. Et donc, on se dit à très bientôt.